Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar. On démarre l'après-midi avec ENI. Merci de nous avoir rejoints. Et on va traiter dans le cadre de notre thématique humain et management, une thématique évidemment importante pendant cette période de crise, c'est celle de la formation à distance et donc par ricochet la formation de demain. Donc pour ce webinaire, on est heureux d'accueillir Kevin Laurent. Bonjour Kevin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc, Kevin Laurent, j'ai intégré l'année dernière la formation en administrateur système et réseau. Et donc là, je rentre dans ma deuxième année. Et donc je suis en alternance à IMA, à Niort. Ok, sur Niort. Donc vous êtes sur Niort là aujourd'hui. Oui. Très bien. Et Jérôme, bonjour Jérôme. Bonjour, donc Jérôme Gabillot, je suis donc responsable pédagogique à ENI École. Voilà, et c'est dans ce cadre-là où je vais intervenir et co-présenter avec Kevin effectivement les outils et les solutions qu'on a pu adopter pour faire face à cette période de confinement un petit peu extraordinaire en tout cas. Et surtout comment on a pu poursuivre cette formation durant cette période et faire face à plusieurs défis. Et entre autres, notre défi principal, c'était effectivement la poursuite de formation. D'accord. Donc j'ai un petit PowerPoint pour essayer de vous présenter tout ça de façon, on va dire, à la fois relativement concise et suffisamment précise. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, je sais qu'il y a tout un process pour les poser, donc n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Un petit état des lieux tout d'abord. Un petit état des lieux pour présenter un tout petit peu la partie ENI École. Certains d'entre vous connaissent sans doute l'acronyme ENI, très souvent au travers des éditions, avec tout ce qui est livre informatique et les vidéos, parfois au travers de ENI Service, tout ce qui est formation entreprise, mais là on va bien se centrer sur la partie ENI École. ENI École, c'est la structure qui est spécialisée sur la formation initiale et les formations de reconversion vers les métiers informatiques que sont tout ce qui est système et réseau, études et développement. D'accord. Donc je vous ai mis quelques chiffres pour que vous puissiez visualiser un petit peu ces différents éléments. 7 sites de formation, donc sur Niort bien évidemment, mais également Nantes, qui est notre site historique, Rennes, Quimper, et puis des formations, on va dire, plus ponctuelles sur La Roche-sur-Yon ou sur Angers, par exemple. À un moment du Covid, il y avait également une formation sur Le Mans, donc voilà pourquoi j'ai mis 7 sites. Des cursus de formation, tous diplômants. J'ai une petite slide pour vous les présenter rapidement. 7 grands cursus quand même de formation. Et puis, répartis sur ces différentes formations, sur ces différents sites, un total de plus de 1000 stagiaires. Ça veut donc dire que quand on a été confronté à cette période de confinement, en face de nous, il y avait 1000 jeunes qui étaient en formation sur des cycles allant de, on va dire, quelques mois quand on est en formation continue, d'accord, à 2 années quand on est en alternance, donc de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Et donc 1000 personnes qui souhaitaient pouvoir continuer à monter en compétences. Et donc c'est pour nous un vrai challenge de les emmener sur ce domaine-là, tout en conservant suffisamment de mesures sanitaires et tout en respectant toutes les contraintes sanitaires. D'accord. Donc une petite slide juste pour vous présenter rapidement nos différents cursus. Il y en a tout simplement 3 côté études et développement, le développeur web et web mobile, qui est vraiment une formation de reconversion, et donc ça a sa particularité également, ces formations de reconversion. La formation concepteur développeur d'applications, on va trouver beaucoup de jeunes qui poursuivent en alternance, ça aussi, ça donne une spécificité. Et puis tout ce qui est un bac plus 5 avec MS2I, donc manager système d'information d'infrastructure, avec là aussi des contraintes bien particulières à ces titres-là. On a exactement la même chose côté études et développement. La partie TSSR, technicien supérieur système et réseau, la partie administrateur système et réseau, dans laquelle est Kevin, d'accord, et puis la partie expert en sécurité digitale. Chaque formation, côté développement, là aussi, il y a des particularités, mais côté système et réseau, il y a d'autres contraintes bien particulières. Je peux vous donner un exemple très précis, c'est dans la réalisation ETP. En général, les stagiaires côté études et développement peuvent être relativement autonomes sur leur poste et quasiment tout faire en autonomie. Donc ça, c'est un avantage quand on veut faire le distanciel. Par contre,
Sur la partie système et réseau, il y a beaucoup de TP qui sont prévus pour les faire à 2 ou 3 et pour interagir entre les stagiaires. Ça veut donc dire que quand on prévoit une bascule vers du distanciel, il faut également intégrer cette problématique sous différents axes. Et puis, je vous ai laissé sous silence notre 7e formation, qui est une licence informatique qui est menée en partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire, donc qui est présente juste sur Nantes. Donc, je ne vais pas vraiment en parler parce qu'on a une seule promo sur un seul site. Donc, c'est quand même plus facile à gérer en termes de volumétrie et en termes de différents éléments présents. Alors, quand on a pensé cette bascule, on s'est mis en tête d'avoir un objectif assez simple, d'accord. C'est de garantir un maximum de sécurité sanitaire pour tout le monde. Ça, c'est vraiment notre objectif. On ne veut surtout pas mettre quelqu'un en danger. Et ça, c'est hyper important, que ce soit nos stagiaires ou notre équipe de formateurs également. Ça, c'est hyper important. Et puis, l'autre élément, c'est également de poursuivre la montée en compétences. D'accord, poursuivre la montée en compétences parce qu'effectivement, même s'il y a un confinement, le temps continue de passer et il serait dommage de tout arrêter et de tout repousser de 6, 8, 10 mois parce qu'on voit qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc c'était un peu complexe. Donc, quand on a entamé cette réflexion, on avait plusieurs options. La première option, c'était d'arrêter toutes les formations. Vous l'avez compris, ce n'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Donc, c'est une option qu'on a balayée très rapidement. Mais effectivement, c'était possible de tout fermer, tout figer à un instant T. On se rend compte que peut-être qu'au mois de septembre, on aurait rouvert, peut-être pas. C'était quand même beaucoup d'incertitudes. Encore une fois, quand on se remet dans le contexte, au mois de mars, on était incapable de connaître la durée. Et heureusement qu'on n'a pas pris cette option pour tout le monde. D'accord ? Une autre option possible, c'était de laisser beaucoup de flexibilité aux formateurs. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de la formation à distance, du suivi à distance, et donc de leur laisser une totale liberté à ce niveau-là. C'est sûr que ça présente un certain nombre d'intérêts, parce que du coup, chaque formateur choisit vraiment l'outil qui lui convient. D'accord, donc ça, pour le formateur, je pense que c'est un vrai plus. Par contre, ça posait d'autres difficultés. Nos stagiaires, ils ont suivi durant cette période plusieurs cours, plusieurs modules, et si à chaque fois il faut se reformer un outil, s'inscrire, créer un compte de connexion, ainsi de suite, c'est pas vraiment facile, d'accord. Il n'y a pas vraiment non plus d'historique ou de trame qui peuvent se construire. Et puis, au niveau, si on veut avoir une vision plus globale de tous nos cursus de formation, ça veut dire qu'il faudrait 4, 5, 6, 8, 10 comptes différents avec chacun des formats bien précis. Et l'impossibilité de communiquer avec tout le monde facilement et de mettre en place tout un tas de suites. Et puis la troisième option, vous l'avez compris, c'est celle qu'on a retenue, c'est d'imposer un format, d'accord, de dire effectivement on bascule sur du distanciel, parce que c'est le choix qui a été retenu, mais on va imposer un format. On va imposer un format, c'est-à-dire qu'on va imposer un choix d'outils, on va imposer également une façon de travailler. Alors, on va continuer à laisser de la liberté à nos formateurs, ça c'est essentiel, mais on impose quand même ce format-là, et puis on va travailler avec les formateurs pour améliorer, dans la mesure du possible, ce format. Donc c'est le choix qu'on a fait d'imposer le format pour avoir quelque chose de plus uniforme. Pour imposer le format, c'est choisir des outils qui sont communs à tout le monde, et d'avoir un cadre bien fixe, d'accord. Pour autant, on se doit d'intégrer tout un tas de particularités propres à chaque formation ou à chaque cursus, d'accord. Et ça, c'était important aussi dans cette démarche d'imposer un outil, de dire ok, on impose une démarche, mais on reste tout à fait ouvert à pouvoir intégrer d'autres solutions ou d'autres techniques qui vont permettre d'améliorer la solution initiale. Ce qu'on voulait surtout pas, c'est que chacun fasse son truc dans son coin, mais plutôt voilà, on ouvre des tests, d'accord. Donc il y a un formateur qui est d'accord pour tester un outil, on en discute un petit peu ensemble avec l'ensemble des formateurs pour savoir si ça n'a pas déjà testé, s'il y a des retours positifs ou négatifs. On fait un test sur une ou deux promotions, on partage ce retour d'expérience et puis on adapte ou on n'adapte pas, d'accord. Donc ça, c'était plutôt pour la partie dispense du cours, et donc qui est traditionnellement en mode descendant, où en tant que formateur, on envoie l'information et les stagiaires vont recevoir cette information
Donc bien sûr, ça passe par la webcam, ça passe par la vidéo et des choses de ce type-là, mais c'est essentiellement un mode descendant. Il y a une autre phase qui est extrêmement importante dans cette continuité pédagogique, c'est tout ce qui est TP, tout ce qui est réalisation pratique. Et pour ça, ça a posé un certain nombre de difficultés. D'accord ? Ça a posé un certain nombre de difficultés puisqu'il y a des cours relativement simples techniquement où on a besoin, pour réaliser le cas de TP, d'une machine assez simple sur laquelle on peut se dire on va envoyer des machines virtuelles, on va faire tourner des machines virtuelles sur le poste de chacun et on devrait à peu près s'en sortir, d'accord ? Et effectivement, ça peut tourner pour un certain nombre de cours. Mais dès qu'on va rentrer dans des cours un petit peu plus pointus techniquement, ça va réclamer des grosses ressources sur les machines. Donc à l'école, on a quand même des machines qui sont en général avec processeur i5, 16, enfin plutôt 32 Go de RAM, 16 c'est le minimum, et puis disque SSD. Donc vous voyez des machines qui permettent de répondre et quand on lance plusieurs VM, ça répond bien et on échange bien, d'accord ? Et puis je vous le disais tout à l'heure, dans le cas plus particulier des systèmes et réseaux, mais c'est également vrai pour les développeurs, essayer de retrouver, de recréer cette atmosphère de classe et essayer, dans la mesure du possible, qu'on puisse échanger entre les stagiaires, d'accord ? Ça c'est un point important. Et puis dernier point important, deux autres points importants, pouvoir maîtriser le cadre de réalisation technique. Si on maîtrise le cadre, eh bien quand on envoie des machines virtuelles, quand on envoie tout un tas d'outils, on connaît le contexte technique dans lequel ça doit s'exécuter et on limite considérablement les problèmes techniques qu'on peut rencontrer par effet de bord. Et puis dernier point, eh bien que le formateur puisse aller voir cet TP, puisse aller voir le résultat fait par les stagiaires. Donc c'était un petit peu nos questions, nos interrogations dans cette continuité pédagogique. Comment faire pour que ça s'enchaîne correctement? Comment faire pour que tout cela s'opère à juste titre et puis nous permette de progresser? Alors, on a choisi plusieurs outils, mais quand même l'essentiel de notre offre, c'est basé sur l'outil Teams. Alors c'est pas très original, je suis sûr que nombreux d'entre vous ont utilisé Teams. Voilà, c'est un outil dont on bénéficie puisque tous nos stagiaires utilisent un compte Office 365. Donc il y avait l'outil Teams dans cette offre. Il faut reconnaître que avant même le confinement, on n'utilisait quasiment pas du tout Teams. D'accord. Si ma mémoire est bonne, je crois que votre formateur Kevin avait fait un test ou deux avec Teams, mais c'était vraiment des tests. Voilà, on n'était pas du tout opérationnel sur Teams. Mais après l'avoir étudié, alors c'était bien sûr avant l'annonce, heureusement, on s'est dit que c'était certainement le meilleur moyen, avec une organisation bien précise, de recréer nos classes dans Teams, donc sous forme d'équipe Teams, et dans chaque équipe que le formateur puisse créer son canal qui correspond à son cours et puis que nos stagiaires puissent être inscrits en permanence. Ça paraît assez simple sur le papier, il y a quand même eu un effort de mise en place qui n'était pas négligeable, c'est la création, je vous ai mis un petit extrait là de ma copie d'écran, la création d'une équipe par promotion, de façon à ce que chacun puisse être bien organisé, bien identifié, d'accord. Une fois que ces équipes sont créées, eh bien l'inscription de tous les stagiaires à la bonne équipe, de façon à ce que quand je suis stagiaire, j'ai une vision beaucoup plus synthétique de mon Teams et je retrouve ma promotion ou les promotions avec lesquelles j'ai des cours, mais je n'ai pas trop de hasard, d'accord, à ce niveau-là, que je n'ai pas trop à chercher. Et puis également l'inscription de tous les formateurs. Donc ça, c'est un travail qui est fastidieux, dans lequel on n'avait pas forcément mesuré tout l'impact, puisque on a des promotions qui sont relativement stables. C'est le cas sur Niort, où on va retrouver le même groupe de personnes quasiment du début à la fin de la formation. Et puis sur d'autres sites, eh bien, on fait des formations beaucoup plus à la carte, et nos alternants viennent suivre un cours avec une promo, puis un autre cours avec une autre, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça demande une gestion assez fine à ce niveau-là. Et puis même chose, faire en sorte que les formateurs soient bien inscrits dans la bonne équipe pour le bon cours. C'est un travail qui perdure depuis mi-mars, et puisqu'on continue à utiliser Teams, même si on revient petit à petit sur du présentiel, on continue de maintenir Teams, et je pense qu'on va le maintenir encore pendant plusieurs mois parce qu'on a trouvé tout un tas d'avantages à ces solutions Teams. Pour pouvoir faire les TP,
eh bien, on a fait une opération inverse, donc ça nous a obligé à restructurer un petit peu tous nos flux de sortie et d'entrée dans notre système pour mettre en place des accès VPN, salle par salle. Donc, effectivement, à partir du moment où je suis stagiaire, je dois suivre un cours avec un formateur, eh bien, j'ai la possibilité de me connecter via VPN à un poste qui est physiquement hébergé dans la salle. D'accord. Ça permet de fournir justement cette puissance machine et de fournir ces émois. Et puis, petite particularité, je vous ai dit qu'il y avait des particularités pour les filières campus en ligne, donc pardon, pour les filières études et développement, c'est-à-dire nos formations Bac+2 et Bac+4, DDWM et CDA, eh bien, on avait déjà digitalisé toutes les formations, c'est-à-dire qu'on avait déjà préparé une offre pour permettre à des gens de suivre la formation 100% à distance. Donc là, on a inscrit tous nos stagiaires de présentiel sur ces offres-là, d'accord. Mais ils n'ont pas basculé sur du 100% à distance, c'est-à-dire qu'on est toujours resté avec la même organisation, c'est-à-dire que le groupe qui était normalement physiquement présent en présentiel dans une salle avec un formateur, eh bien ce même groupe avec le même nombre de stagiaires se retrouve dans une équipe Teams, d'accord, toujours affecté à une salle physique pour avoir l'accès aux machines, d'accord, et toujours avec un formateur, d'accord. Ensuite, les formateurs, ils ont adapté ce format. Je sais que côté système et réseau, ils ont beaucoup utilisé l'outil pour faire de la formation à distance, puis DTP. Je sais également que côté études et développement, l'objectif des formateurs, c'est beaucoup plus de s'appuyer sur les outils de l'école en ligne, en donnant les objectifs précis par journée, en faisant des points en début de demi-journée, donc début de matinée, début d'après-midi, en faisant des points sur les TP, des corrections de TP, ainsi de suite. Bref, il y a un format un petit peu différent, mais globalement, ça s'est mis en place autour de ces différentes solutions. Donc Teams essentiellement, le VPN et puis les outils. Alors, on a rencontré tout un tas de problèmes, d'accord, c'est évident, et on a essayé de devancer tout un tas de problèmes. Le premier point qu'on a mis en place en mettant en place ces solutions Teams, c'est de dire stop, on arrête le mail, d'accord. On arrête le mail parce qu'on se voyait bien communiquer par mail, et vous imaginez bien que si vous envoyez un mail à 1000 stagiaires, vous allez avoir une réponse de 600 ou 700 d'entre eux. Donc ça veut dire une gestion complètement, quelque chose de complètement ingérable. Et si on met plusieurs destinataires dans le mail, on va se poser 15 fois la question: qui a répondu, qu'est-ce que tu as répondu, j'ai pas compris la suite, ainsi de suite, d'accord. Donc l'abandon du mail, d'accord, pour une centralisation des demandes, et puis pour pouvoir répondre, pour mettre plusieurs personnes aux réponses. Donc pour mettre plusieurs personnes dans ces réponses, on a créé 2 groupes dédiés. Un groupe dédié aux stagiaires, vraiment sur les problèmes de connexion et ainsi de suite, qu'on a simplement appelé Covid Hotline. On est assez basique dans nos noms, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord. Et puis un groupe dédié aux formateurs, pour qu'ils puissent là aussi échanger, résoudre leurs problèmes, remonter les problèmes, et puis qu'on puisse régler tout ça. On a également mis en place tout un tas de réunions interservices. C'était on va dire bi-hebdomadaire sur les premières semaines, d'accord, puis hebdomadaire, et puis après on a réduit le rythme, mais c'est normal. L'idée ici, c'était de pouvoir faire remonter les problèmes, de pouvoir les traiter, d'échanger les bonnes pratiques et d'améliorer nos process. Bien évident que sur les premières semaines, il y a tout un tas de choses qu'on n'avait pas prévues, et puis c'est logique. Et le fait de mettre ces réunions interservices au niveau de la pédagogie, au niveau de l'administratif, au niveau du relation entreprise, ça a permis également d'emmener tout le monde dans la même direction et que tout le monde comprenne ce qu'on fait d'un côté, les difficultés qu'on rencontre, où on va, les solutions qu'on apporte, et que chacun puisse intervenir à tour de rôle. Donc c'était vraiment pour ça, échange de bonnes pratiques et amélioration du process. Dans l'échange de bonnes pratiques, je peux donner un exemple ou deux sur des outils pour faire des schémas sur des tablettes qui ont été mises en place pour que nos formateurs puissent faire des schémas de type tableau blanc de façon beaucoup plus claire, ainsi de suite. C'est des choses qui ont été décidées après coup, d'accord, et qui, sur l'échange de bonnes pratiques, on a eu également l'intégration d'outils comme Kahoot pour créer des petits quiz interactifs, ainsi de suite. Enfin bref, ça a été tout un tas d'éléments de ce type-là. Voilà. Kevin, je vais peut-être te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer un petit peu de l'intérieur comment tu as pu voir et vivre tout cela. C'est ça. Donc, quand on a appris la nouvelle du confinement, j'étais en entreprise et je reprenais le lundi donc à l'ENI. Et je dois dire que ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. C'est-à-dire tout le monde s'est adapté assez vite à se retrouver sur Teams, à avoir un formateur en face avec un partage d'écran. Et vraiment, ce qui a aidé, c'est d'avoir un VPN parce que, comme le disait Jérôme, on a vraiment besoin d'avoir des machines assez puissantes en fait pour faire ce qu'on fait. Et moi, par exemple, personnellement, j'aurais pas pu faire
le travail que je fais à l'ENI sur mon PC perso. Donc c'est vrai que le VPN a vraiment beaucoup aidé aussi, et pareil, on a eu un formateur qui s'est aussi adapté très vite, qui a su adapter ses cours, parce que parfois on manipule aussi sur du matériel, que ce soit des switches ou des choses comme ça. Et donc là, bah, le cours s'est très bien adapté en fait à cette contrainte, et donc on a pu avoir la continuité en fait, sans vraiment ressentir de soucis à ce niveau-là. Je dirais plus que le souci donc on en a parlé un peu entre nous, c'était plus lié au télétravail en fait, que ce soit à l'école ou même en entreprise. Des choses comme avoir un environnement de travail bien distinct de son lieu de vie, des choses comme ça. Où là, ça demande un peu plus d'adaptation, on va dire. Mais non, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là que tout soit bien organisé, et même moi par rapport à mon entreprise, on a su très vite s'adapter, où en moins d'une semaine on a pu mettre tout le monde en télétravail, donc tout s'est très bien goupillé en fait. Et donc ça c'était pour les cours, mais même au niveau des projets à côté en fait, dans la vie associative en fait des étudiants, on travaillait avant le confinement sur un projet par exemple de création de BDE, où là le confinement a forcément ralenti les démarches, mais on a quand même su continuer en fait à avancer sur ces questions-là, ces projets-là, et pareil comme l'a souligné Jérôme tout à l'heure, le fait d'avoir Teams, on s'est aussi rendu compte que ça rendait les échanges beaucoup plus clairs que de passer par mail. Voilà, quand on se retrouve dans une boucle avec 7-8 personnes dans un mail, c'est tout de suite plus complexe de suivre. Là, Teams, ça a eu l'avantage de rendre les choses bien claires et de pouvoir compartimenter les projets, les cours et tout ça. Donc globalement, on n'a pas eu trop de soucis. On n'a eu même aucun problème en fait. On s'est tous très vite adaptés à la situation, et les cours ont repris, je dirais, presque normalement en fait. Aujourd'hui, on est tous très bien adaptés, et voilà. Donc, ok. Merci Kevin. Moi, je voulais quand même revenir sur des petits aspects un petit peu moins positifs, hein. Donc effectivement, il y a plein de solutions. L'outil marche bien, et je suis entièrement d'accord avec Kevin, hein, ça donne pleinement satisfaction. Il y a quand même un petit delta, hein, sur lequel on a encore toujours un petit peu de difficulté. C'est comment être sûr que mon message, en tant que formateur, comment être sûr que mon message arrive bien à destination des stagiaires et que mes stagiaires sont bien attentifs, d'accord. Le petit travers, hein, de ces solutions en e-learning, c'est parfois le manque d'interactivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en présentiel, on jette un petit regard, on regarde un peu plus la personne, on va se promener dans les rangs et ainsi de suite, et tout de suite, on est capable de réagir, hein. C'est quelque chose sur lequel on a encore un petit peu de difficulté, hein. Alors, je vous ai cité, hein, tout à l'heure des solutions comme Kahoot, hein, qu'on tente de mettre en place, qui sont des petits quiz un petit peu interactifs pour gamifier un petit peu tout cela et relancer ce dynamisme, d'accord, pour faire en sorte que ça se passe encore mieux, hein. Je voulais insister également sur un autre point, hein, qui est vraiment on va dire la performance de nos formateurs et de nos stagiaires, hein. J'insiste d'un côté comme de l'autre, hein. On a cette grande chance de travailler dans l'informatique et d'avoir des personnes qui sont complètement ouvertes à de nouveaux outils, qui sont d'accord pour tester des solutions, pour aller de l'avant, pour se dire on met quelque chose en place et puis on le teste pendant une semaine et puis on regarde ce que ça donne et puis on va voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'il faut pas retenir, et puis on est prêt à prendre des risques, et quand on travaille tout dans l'informatique, on sait qu'on peut avoir des problèmes X ou Y, et que ça peut arriver, d'accord, hein. Je vais vous donner là aussi un exemple, hein, d'un problème qui nous a fortement tendu sur la première semaine, hein. C'est qu'en tout cas les deux premiers jours, la plateforme Teams a une telle montée en charge, hein, qu'il y a eu des petits ratés, d'accord, hein. Il y a eu des petits ratés dans la plateforme. Je peux vous assurer que moi, le lundi après-midi, en fait, c'est arrivé quand globalement les États-Unis se sont connectés, d'accord, hein. Quand le lundi après-midi, j'ai commencé à voir arriver les messages comme quoi Teams ne fonctionnait pas, comme quoi il y a un problème, et ainsi de suite.
J'étais pas très fier, d'accord, hein. Et puis heureusement, hein, la solution très rapidement a agi, très rapidement est redevenue très très stable, d'accord, hein. Mais je tiens à souligner quand même cet effort d'agilité, de réactivité, hein, de la part aussi bien des formateurs que des stagiaires pour s'adapter à un nouveau rythme de formation, d'accord, hein, qui a été très très bon, d'accord, hein, avec tout de même une beaucoup plus grande réussite pour les gens qui sont en alternance, d'accord, hein. Voilà, c'est là où il y a eu le plus gros facteur de réussite, hein. Et là où ça a été le plus difficile, ce sont vraiment les formations que j'ai appelées de reconversion un petit peu dans ma présentation, hein, les formations TSSR et DWM, particulièrement pour les groupes qui ont débuté pendant le confinement, hein, puisque durant cette période de confinement, on a continué, hein, toute notre progression pédagogique, hein, et donc on a continué à faire des rentrées. Et là, la difficulté qu'on n'a peut-être pas bien mesurée au départ, c'est-à-dire c'est des gens qui vont travailler ensemble face à un outil numérique et qui ne se connaissent pas par avance. D'accord, hein. Donc ce qu'on a fait dès qu'on l'a pu, hein, c'est de pouvoir leur proposer 1 ou 2 semaines en présentiel, avec les distances de sécurité et tout le tralala, hein, il n'y a pas de souci, pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, tout simplement, hein. Et du coup, bah, quand on a travaillé ensemble physiquement, quand on a échangé ensemble physiquement sur des sujets divers et variés, pas forcément techniques, quand on se retrouve derrière un outil informatique, bah, c'est beaucoup plus simple de communiquer. Et là, on a apprécié les éléments, hein. Donc c'est pour ça un petit peu que dans ma conclusion, hein, moi je mettais deux grands termes, hein, qui étaient l'agilité et la réactivité, hein. La réactivité, vous l'avez compris, parce que ben voilà, en quelques jours, hein, mais quand je dis quelques jours, c'est du jeudi, hein, au lundi, hein, donc c'est extrêmement court, hein. On a réussi à plusieurs à basculer tout cela, d'accord, hein. L'agilité, parce qu'on n'est jamais parti en disant bah, on a besoin de 3 mois pour bâtir la meilleure solution et on livre dans 3 mois. Non, on livre une première version, puis on essaie d'améliorer, hein. Je vais reprendre l'exemple des VPN, hein, ça s'est ouvert globalement sur les 10 premiers jours, hein. Voilà, ça s'est ouvert au fur et à mesure parce qu'au départ, on avait un certain nombre de contraintes techniques. Donc les formations système et réseau sont passées en premier, d'accord. Au départ, vous aviez un poste qui était hébergé sur Nantes, et puis après, on a pu l'héberger Ouais, sur Niort, ainsi de suite, en fonction des contraintes techniques. Donc, il y a eu en permanence, hein, l'agilité, la réactivité, hein, à ce niveau-là. Et ça s'est bien permis. Et c'est vraiment mon deuxième terme, parce que il y a eu une unité, d'accord, et un investissement fort, hein, de tout le monde, hein, aussi bien l'équipe ENI École que l'équipe des stagiaires, hein. Tout le monde a su s'investir, s'adopter dessus, et voilà. Et on n'a pas eu de stagiaires qui nous ont dit ah ben non, moi je prends pas votre outil parce que ceci, parce que cela, hein. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes, d'accord, il y en a eu, hein, c'est évident, mais le fait d'avoir mis en place une équipe, on va dire, là c'était un groupe Yammer, hein, dans lequel ils pouvaient poser leurs questions techniques sur les problèmes de connexion VPN, parce que c'était essentiellement ça, hein, les problèmes de connexion VPN, bah, ça permettait à des personnes qu'on avait dédiées de traiter ces problèmes-là, aux formateurs de poursuivre son équipe et ainsi de poursuivre sa progression, et de faire en sorte bah, que tout s'enchaîne le plus naturellement possible, hein. Donc ma conclusion, bah, voilà, c'est on a continué cette montée en compétences, on est très content. On la continue aujourd'hui avec un format un petit peu mixte, hein, puisqu'on reprend le présentiel, mais de façon mesurée. Et on continue là-dessus la partie vraiment montée en compétences, et puis du distanciel. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire. Il y a peut-être des questions, mais je vais peut-être laisser la parole à Sylvie. Merci à tous les deux. Alors oui, quelques questions. Oui. Tout d'abord, une question à Kevin. Donc Kevin, pendant ces formations à distance, j'ai un petit retour, je m'entends mal. Pendant ces formations à distance, quid en fait de la relation aux autres? La formation, c'est aussi la relation aux collègues, c'est l'environnement, la relation sociale. Comment ça se passe? Votre ressenti? J'imagine que des formations classiques, traditionnelles, vous en avez vécu comme nous tous. Oui. Des formations à distance, vous avez cette capacité à comparer. Votre avis par rapport à tout cela? Ça s'est très bien passé. Alors on a quand même une bonne relation dans la classe, donc on s'est quand même vite organisé. On a très vite remarqué que travailler à 20 sur le même channel, c'était pas possible. Donc on a pour habitude de travailler dans des petits groupes de peut-être 4-5 personnes. Donc c'est ça, en fait on a continué à travailler en groupe de 4-5 en se baladant de channel en channel quand on avait des questions, aller voir tel groupe.
Puis Teams, on peut faire du partage d'écran, donc c'est aussi facile de se montrer ce qu'on est en train de faire. Donc là-dessus, il y a vraiment pas eu de soucis, et je dirais même que ça a permis de, comment dire, d'aller vers des personnes, peut-être vers qui on n'avait peut-être pas l'habitude d'aller pour travailler. Donc non, franchement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de là-dessus. Ouais, il n'y a pas eu de différence par rapport à quand on était en présentiel en fait. Et du coup, en ce qui vous concerne, de ces deux modes de formation, est-ce qu'il y en a un que vous privilégieriez à partir de maintenant, si vous avez le choix demain? Bonne question. Bon. Merci. Bon, le présentiel reste quand même un must, parce que comme je disais, c'est vrai que des fois on est amené à travailler sur des équipements et on ne peut pas faire autrement que d'être en présentiel. Mais les deux ont leurs avantages, vraiment. Okay. Et voilà, on a tous quand même une certaine capacité à s'adapter, et je trouve qu'on s'est tous très bien adaptés dans la classe en fait, et qu'on a vraiment réussi à reprendre le rythme du présentiel, quoi, mais à distance. Alors peut-être, Jérôme, la prochaine étape, c'est une formation hybride. Oui. Alors je vais revenir quand même sur une ou deux petites choses qu'a dit Kevin, juste pour insister. Ah, mais je veux que vous me répondiez. Mais je vais vous répondre juste après, promis. Je sais qu'il y a beaucoup de stagiaires également, ou de groupes qui se sont créés à côté de l'équipe Teams, qui est un petit peu l'équipe officielle, d'accord. Souvent des groupes Discord, où là ils peuvent échanger plus librement, qui correspond globalement à la pause café, ou au moment où on dispatche, on n'a pas trop envie que les gens de la formation nous regardent, ou que nos formateurs puissent regarder. Donc je sais que tous ces groupes se sont mis en place, et c'est vraiment cette vie de groupe qui est importante dans une formation, qui a été mise en place souvent sur ce format-là. Et puis l'échange avec les autres. Là aussi, un constat très simple qu'on a eu à l'école, c'est que en fonction de nos sites, on avait finalement des gens qui communiquaient moins entre eux, d'accord. Et l'équipe, par exemple, des formateurs système et réseau, qu'on soit basé à Niort, à Nantes ou à Rennes, on s'est tous retrouvés dans le même canal, dans la même équipe, ainsi de suite. Et du coup, ça recrée des liens. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour compléter ces informations. Effectivement, la poursuite, c'est la formation hybride. C'est la formation hybride, puisqu'on a fait le choix sur septembre de ne pas réaccueillir tout le monde en présentiel. Pour nous, ça présentait encore trop de risques au niveau sanitaire. Et puis aujourd'hui, 11 septembre, on se dit qu'on a eu bien raison de prendre ces décisions la fin août. Voilà, on se dit qu'on a eu raison. Donc aujourd'hui, nos groupes reviennent en formation de façon mesurée, en fonction des cours. Il y a des cours où effectivement, comme le disait très justement Kevin, il y a de la manipulation matérielle, donc c'est quand même bien mieux d'être en présentiel, d'accord. Il y a des cours qui supportent très bien le distanciel, donc ceux-là, on va les favoriser en distanciel, et on va essayer de trouver un équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on a tenté de mettre en place là, sur le mois de septembre. Ça prend bien, avec là aussi des nouveaux challenges à relever, de se dire, voilà, j'ai en face de moi 20 stagiaires ou 18 stagiaires, et puis j'en ai 2 qui sont à distance, parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de venir parce qu'ils sont atteints, ou un de leurs proches est atteint. Et pourtant, je dois les intégrer dans ma formation. Donc, on met en place des systèmes, là aussi, toujours au travers de Teams, avec de la caméra, avec d'autres systèmes de micro, d'accord. Et puis, pour tout un tas d'éléments, pour pouvoir suivre nos stagiaires et effectivement faire de la formation hybride à deux sens. Donc, soit des semaines complètement présentielles et d'autres complètement distancielles. Ça, c'est le format qu'on va retenir pour tout le monde. Et puis, dans les semaines présentielles, également vivre avec les gens qui malheureusement ne peuvent pas venir suivre la formation en présentiel, très souvent pour des raisons de santé. Et est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez mis en place, en fait, vous a permis d'amortir le choc de la crise? Et là, j'entends plutôt d'un point de vue économique pour l'entreprise. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner ce point-là. En fait, on n'a annulé aucune semaine de formation. Donc, toutes les semaines de formation qui étaient prévues se sont réellement déroulées depuis le mois de mars, d'accord. Il n'y a aucune semaine qui a été annulée, d'accord. Il y a très exactement, pour être tout à fait honnête avec vous, sur toutes les formations qu'on donne, il y a 3 cours qui ont été décalés, d'accord. Parce que quand on a eu l'annonce au mois de mars, c'était des cours sur lesquels il y a pas mal de rendus et de restitutions. On s'est dit que le meilleur format, c'était quand même le format oral, d'accord, et le format en présentiel. Et quand on a eu l'annonce du premier confinement, on n'imaginait pas que ça allait durer aussi longtemps,
D'accord? Donc on s'est dit on va reporter ces 3 cours, hein. Et puis quand on a eu les continuités et ainsi de suite, d'accord? On s'est dit non, il faut quand même qu'on les reprogramme cette fois-ci en distanciel. D'accord? Donc ça y est, ils ont eu lieu, hein, il n'y a pas de souci. Du coup, le format en distanciel était mieux rodé, donc c'était aussi plus simple de les aborder. Donc voilà, on a eu des craintes, hein, sur 3 semaines. Elles ont été déroulées. Et oui, toutes nos formations, on continue durant le distanciel et on a également fait des débuts de formation durant le distanciel. Donc tout a continué à distance. Et de nouveaux clients également au regard de ces nouvelles méthodes de formation? Alors là, c'est un petit peu trop tôt, d'accord, hein. Un petit peu trop tôt parce que c'est vrai que nos stagiaires, hein, quand ils viennent, hein, dans l'exemple de Kevin, c'est une poursuite d'études, donc c'est des jeunes qui sont sur un BTS et ils nous contactent durant la 2e année de leur BTS pour pouvoir suivre tout simplement, hein, par la suite. Et donc, on n'a pas encore eu le temps de faire ce retour d'expérience, hein, auprès des jeunes, mais on a continué, bien sûr, toutes nos réunions d'information, de communication, ainsi de suite. Et je pense que le fait de dire, ben voilà, on continue d'être présent, ainsi de suite, ça nous a permis effectivement d'assurer en tout cas un volume suffisant. Maintenant, oui, on va certainement utiliser cette expérience-là pour rebondir et rebondir de façon différente parce qu'il y a plein de portes qu'on ne voyait pas au préalable qui sont en train de s'ouvrir. Alors voilà, il va falloir bien les verrouiller, mais il y a plein de choses à faire. Voilà. Ah, on n'entend plus. Je crois que le micro est coupé. Excusez-moi, je crois que j'avais oublié mon micro. Donc désolé. En tout cas, merci Jérôme et merci Kevin. Et tout à l'heure, dans quelques instants, le prochain webinaire. Bon, je sais pas, il se passe un truc. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure avec notre webinaire en direct de New York. Très bien. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.